Accueil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui ai choisi le titre, et le titre est en fait un petit peu dur parce que les problèmes de l'adolescence, en fait, c'est pas juste physiologique et comportemental, hein, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais le fait qu'on m'ait proposé ce titre est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, la deuxième chose qui est quand même sidérante quand on parle d'adolescents, il y a un nombre de travaux considérables sur l'adolescence, travaux scientifiques et puis dans la presse, etc. Enfin, il y a, dans la plupart des revues, tous les ans, il y a quelque chose qui sort sur les adolescents. Et en fait, donc les gens, quand ils font un papier sur l'adolescence, ils commencent par faire ce qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est-à-dire définir ce que c'est que l'adolescence. Et là, à chaque fois, c'est la même chose. Alors oui, il y a la puberté, ça c'est facile à dire, hein, mais après, alors c'est plus... Ah oui, il y a la puberté, ça c'est facile à dire, hein, mais après, alors c'est plus compliqué que ça. Et puis, bon, ben, on verra ça plus tard, et puis on commence à raconter des choses sur les adolescents. À tel point, oui, à tel point que il y a des collègues qui considèrent que l'adolescence n'existe que depuis le 19e siècle dans les sociétés occidentales. Et à l'opposé, vous avez des primatologues qui travaillent sur l'adolescence des primates. Et donc, vous voyez un peu le grand écart. Et donc, à l'évidence, si le concept est aussi mal défini, c'est qu'il y a un problème derrière. C'est qu'il y a un problème derrière. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est essayer de tout déconstruire, plutôt que de vous dire, un adolescent, ils sont comme ça, ils ont de l'acné, etc., ils ont des règles, ils éjaculent, etc., etc. Bon. On va y venir, hein, puisqu'on doit bien parler de ce que c'est que cette période comment est l'être humain à cette période de sa vie. Comment est l'être humain à cette période de sa vie. On le fera. Mais si on veut essayer de comprendre ce phénomène complexe, parce que là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est complexe, hein. Si on veut essayer de le comprendre, il faut quand même essayer de le définir vraiment. D'ailleurs, c'est assez raisonnable, hein. Quand on n'arrive pas à définir quelque chose, c'est que on va avoir du mal à l'expliquer. Et donc, on va essayer. Alors, bien sûr, ça va être des hypothèses que je vais vous proposer, hein. Mais vous verrez qu'à partir de ces hypothèses, eh bien, on peut essayer d'arriver à comprendre finalement toute cette complexité. Alors, comment on va essayer de faire pour arriver à ça? Je vais vous proposer d'abord l'adolescence, c'est une phase développementale de l'humain. Et donc, de mon point de vue, on ne peut comprendre l'adolescence que quand on a une vue d'ensemble du développement de l'être humain. Et vous allez voir, c'est vraiment très important, comme ça, jusqu'à ce qu'on appelle l'adolescence. Premier point. Deuxième point, je vous ai parlé de primates, nous sommes des primates. Eh bien, je trouve ça très important d'essayer de voir en quoi notre développement il est différent du développement des primates. Et en quoi il y ressemble. Et vous verrez que, à partir de ces différences et de ces ressemblances, on peut essayer de se représenter dans quelle mesure, effectivement, alors, il se passe des choses très particulières dans les sociétés humaines qui font que nous fonctionnons comme nous fonctionnons, en particulier quand on est adolescent. Donc, en avant, je commence par la gestation du petit humain, donc ça fait 9 mois, vous le savez. La plupart des grands primates de la même taille, ça fait 9 mois. Les gorilles, les chimpanzés, etc., les orang-outans. Donc on dirait c'est normal. Ben non, parce qu'il y a des collègues qui disent que, vous savez, il y aurait une néoténie normale. Ben non, parce qu'il y a des collègues qui disent que, vous savez, il y aurait une néoténie de l'humain. La néoténie, c'est le fait que l'humain naîtrait prématuré. Et d'ailleurs, c'est vrai que, je pense que la plupart d'entre vous, même sûrement tous, avez eu des enfants et que vous avez vu que quand ils naissent, ils sont quand même très prématurés, en fait. Ils sont vraiment absolument pas autonomes. Alors que la plupart des animaux, vous avez dû avoir des chats ou des chiens qui sont des mammifères terrestres, ils sont beaucoup plus autonomes qu'un petit être humain. Et donc cette question de la néoténie de l'humain est une vraie question. Donc discuter parce que on pourrait dire oui mais finalement les gorilles et les chimpanzés c'est la même durée de gestation, donc en fait et d'ailleurs vu de loin la durée de gestation est corrélée
à la masse des mammifères. La durée de gestation d'un éléphant est plus grande que celle d'une vache, est plus grande que celle, etc., que d'une souris. En fait, avant tout corrélé avec la masse de son cerveau. Et si vous faites un modèle où vous expliquez la durée de gestation par la masse du cerveau et la masse du mammifère, eh bien la variable masse du mammifère disparaît. En fait, c'est la masse du cerveau qui reste. Et alors là, quand on fait une courbe, quand on trace les points, vous voyez, pour chaque mammifère, les données existent, on peut se les procurer gratuitement sur Internet. On a les durées de gestation des 150 mammifères terrestres, et puis avec leur masse de cerveau. Quand vous tracez les points, ça fait une droite, effectivement, et il y a deux outliers, comme on dit, deux exceptions. Un, l'éléphant, et deux, l'humain, qui sont vraiment complètement en dehors de l'épure. Alors l'éléphant, c'est normal. Si les éléphants avaient une durée de gestation comme tous les autres mammifères, ça devrait être 5 ans ou 6 ans, et donc ça serait quand même compliqué pour eux. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont une durée. Tous les autres mammifères, ça devrait être 5 ans ou 6 ans, et donc ça serait quand même compliqué pour eux. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont une durée de gestation qui n'a rien à voir avec la masse de leur cerveau. Et nous, si on calcule avec l'équation de la droite, là, combien devrait être la gestation du petit humain, on arrive à peu près 1 an et demi. Et donc en fait, effectivement, c'est quand même un argument assez fort pour dire que le petit être humain naît prématuré. Et donc là, et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vraiment un élément très important, puisque à part les éléphants, on est les seuls comme ça. Alors on pourrait se demander pourquoi on est prématuré, parce que il y a une prise de risque pour l'espèce. Si le petit être humain est prématuré, il est en danger. Et d'ailleurs, il mobilise beaucoup de ressources. Vous avez remarqué. Et donc, pourquoi? Alors, il y aurait deux raisons. La première, elle est mécanique, c'est que du fait de la station debout, même si le bassin de la femme est plus large que le bassin de l'homme, pour cette raison, pour que le fœtus puisse se passer, en fait, il est beaucoup plus étroit. Et donc, en fait, on est limité par le diamètre crânien qui peut passer. C'est-à-dire que si on attend que l'être humain soit à maturité, il va avoir un grand diamètre crânien et il va pas passer par le détroit inférieur de la femme. Et d'ailleurs, vous avez remarqué aussi que pendant un accouchement, tout se passe là. Quand la tête du fœtus sort, c'est là que c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, vous avez vu que les os du crâne sont pas soudés et qu'ils se chevauchent les uns des autres. C'est assez spectaculaire. Donc c'est millimétrique, tout ça. Donc les 9 mois sont là parce que c'est le dernier moment où le fœtus peut sortir. Donc ça serait une explication mécanique. Et puis il y a une explication de cause finale qui serait qu'en fait, comme le petit humain naît prématuré, en fait, son cerveau va continuer à se développer beaucoup en présence de ses parents qui sont ensemble les uns les autres et qui parlent et qui s'occupent de lui, etc. Et donc nous allons devenir extrêmement sociables parce que alors que notre cerveau se développe beaucoup, nous sommes en interaction avec les autres. Et vous avez vu comment les tout petits bébés sont en interaction très vite avec leur environnement. Et que cette sociabilité aurait fait notre force pour le meilleur et pour le pire, parce que du coup, on est tellement fort qu'on en veille tout. Voilà. Alors, donc le petit être humain naît, et vous voyez que déjà il y a des différences. Déjà il y a des particularités. Et encore une fois, on va y revenir. Alors après, il va grandir. Et alors, classiquement, il y a des stades d'évolution dans le développement, dont il va y avoir l'adolescence, mais il y en a avant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des langues, on n'a pas les mêmes mots. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est pas si clair. En anglais, il y a les infants, c'est les tout petits, les toddlers, c'est un peu plus grand, c'est l'école maternelle, quoi. Les child, c'est l'école primaire, et adolescents, c'est le collège, c'est les teenagers, quoi. Et nous, on n'a pas cette segmentation. Alors nous, souvent, on a la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Alors, comment on définit ça scientifiquement? Parce que du coup, ça a l'air un peu arbitraire.
Alors, et là je prends les travaux des primatologues parce que justement comme ça on se décale des problèmes de langue, de société et de culture. Alors ils disent que pour eux, infant, c'est quand le primate est non autonome, en particulier sur le plan alimentaire. C'est quand le primate est non autonome, en particulier sur le plan alimentaire. Le child, c'est il est autonome, il pourrait même vivre sans sa mère. Alors vous imaginez chez l'humain, la date à laquelle on peut vivre sans sa mère, c'est une vraie question. Alors donc, il serait autonome, mais il n'est pas à maturité sexuelle. Et puis vous voyez, alors, donc ils parlent d'adolescence, les primatologues. L'adolescence, ça serait, alors ils sont pas d'accord sur la définition d'ailleurs. Et puis, moi, je vais pas être d'accord avec leur définition pour les humains, hein, parce que on est différent des singes. Donc, ils diraient c'est à partir du début de la maturité sexuelle jusqu'à, alors là, il y a deux façons de voir les choses, ou c'est jusqu'à atteindre la taille maximale, ou alors jusqu'à s'être reproduit. Voilà, c'est les deux définitions de la fin de l'adolescence. Alors, donc du coup, là, la question maintenant, c'est chez les mammifères, quand arrive la maturité sexuelle? Et on rentre petit à petit dans le vif du sujet. Et alors là, spontanément aussi, on aurait envie de dire que plus le mammifère va être massif, plus il va falloir qu'il grandisse, que ça va prendre du temps, et il faut quand même et il faut quand même avoir un certain volume pour être à maturité sexuelle. Vous voyez, donc on pourrait imaginer qu'il y ait une corrélation entre la masse à l'âge adulte d'un mammifère et son âge de maturation sexuelle. Eh bien, en fait, pas du tout. Prenez les vaches, les ovins, les bovins. Prenez les bovins. En fait, une vache est à maturité sexuelle à 1 an et demi. Et un bison, ça fait 1 tonne, c'est à maturité sexuelle, fait 1 tonne, c'est à maturité sexuelle à 2 ans. Et donc, vous voyez, c'est complètement indépendant, alors chez les primates, et d'ailleurs c'est intéressant, on s'est demandé, mais globalement, là, pour tous ces gros mammifères, ils sont à maturité sexuelle quand ils ont à peu près 65% de leur masse adulte. Vous voyez, ce serait un signal qui déclenche un changement et qui fait qu'ils deviennent à maturité sexuelle. Alors, chez les primates, ça va être beaucoup plus tardif. Et donc là, on a des travaux sur l'âge à maturité sexuelle du primate et l'âge à la première reproduction, qui serait un peu la période d'adolescence selon leur définition. Alors vous voyez les difficultés méthodologiques, c'est qu'en captivité on peut le faire, mais en liberté, arriver à selon leur définition. Alors vous voyez les difficultés méthodologiques, c'est qu'en captivité on peut le faire, mais en liberté, arriver à savoir par exemple qu'une guenon est à maturité sexuelle, c'est-à-dire qu'elle a eu ses règles, vous imaginez un peu la complexité du truc. Alors ils prélèvent les selles et ils dosent de l'estradiol qu'il y a dans les selles, donc ils vont chercher pour pas déranger les animaux. Donc c'est vraiment des travaux expérimentaux qui sont fascinants. Alors chez le chimpanzé, chez la femelle, la maturité sexuelle serait à 11 ans et demi, en gros. Et alors la première naissance, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va séparer normalement chez les chimpanzés. Normalement, chez les primates, les jeunes mâles quittent la tribu pour aller dans une autre tribu. Et chez les chimpanzés, c'est la jeune femelle qui quitte la tribu, mais pas toutes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence. Les jeunes femelles première grossesse à 13 ans et demi, 2 ans après. Ça, ce sont celles qui restent dans la tribu. Celles qui partent, il faut qu'elles trouvent une autre tribu et qu'elles trouvent un partenaire dans l'autre tribu. Et là, on tombe à 16 ans. Vous voyez déjà, chez les primates, l'influence de la vie sociale va jouer sur le fait que cette période entre maturité sexuelle et première grossesse va varier. Mais on voit que quand on reste dans le même groupe, il y a 2 ans. 2 ans, ce qui est très peu, mais qui correspond alors peut-être à quelque chose dont vous avez entendu parler, qu'on appelle la nubilité.
dans nos sociétés, il y a longtemps, hein, au Moyen-Âge et tout ça, en fait, une femme humaine qui avait ses règles n'était pourtant pas de fait considérée comme pouvant être mariée. Il y avait un certain délai jusqu'à ce que la société considère qu'elle pouvait, et à ce moment-là, on disait qu'elle était nubile. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans la définition de Littré de la nubilité, il y a marqué que le corps est suffisamment développé pour le mariage. Alors, c'est un peu spécial, mais on comprend bien ce qu'il veut dire, et vous voyez bien comment est une adolescence, surtout qu'on va le voir, vous êtes au courant que la puberté devient de plus en plus précoce, hein. Il est évident que quand on voit le corps d'une toute jeune adolescente qui vient d'avoir ses premières règles, ça serait très choquant de l'imaginer avoir une première grossesse. Donc il y a un petit écart comme ça, y compris dans les sociétés humaines il y a longtemps, entre l'âge de la maturité sexuelle et l'âge de possibilité de se reproduire. Et qu'on voit que chez le chimpanzé, en fait, c'est assez proche de ce qui se passe chez l'humain. Alors chez d'autres primates, et qu'on voit que chez le chimpanzé, en fait, c'est assez proche de ce qui se passe chez l'humain. Alors chez d'autres primates, il se passe des choses intéressantes et différentes. Chez le babouin, par exemple, alors le babouin est beaucoup moins lourd. Le babouin, chez la femelle, la maturité sexuelle est à 4 ans et demi et l'âge des premières grossesses à 6 ans en moyenne. Mais chez certains babouins, les géladas, en fait, si la jeune babouin est la fille du mâle dominant, ça l'empêche d'arriver à maturité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'elle aurait une probabilité très forte d'avoir un rapport sexuel avec son père. Et qu'en fait, c'est sûrement pas bon pour l'espèce. Et toc, c'est interdit. Et quand un nouveau mâle va arriver dans la tribu et va défaire son père, alors elle va déclencher sa maturité de complètement claire et déterminée de façon purement biologique. Alors on avance encore après avec l'orang-outan. Alors, pour certains biologistes, l'orang-outan serait le seul primate à part l'humain qui aurait une puberté. Vous allez voir pourquoi. Donc chez la femelle orang-outan, c'est assez simple. C'est comme pour les autres primates, la maturité sexuelle est à 10-15 ans et l'âge de la première grossesse à 15 ans. Mais chez le mâle, alors l'âge de la maturité sexuelle est un peu plus tard, et ça c'est vrai chez tous les primates et comme chez l'homme, vous savez, la maturité sexuelle est un peu plus tard chez l'homme que chez la femelle. Donc chez le mâle, la maturité sexuelle est vers 10-15 ans, mais le mâle n'a pas pour autant le droit socialement de se reproduire avec une femelle. C'est-à-dire que la femelle ne veut pas avoir de rapport avec un mâle orang-outan qui a maturité sexuelle. Il faut qu'il ait des stigmates d'adultes, c'est-à-dire, vous savez, à un certain âge, les orang-outans ont des poils qui poussent sous les bras, ils ont un double menton et ils ont les joues qui s'élargissent. Et c'est le jour où il y a ces stigmates que les femelles vont accepter d'avoir un rapport avec lui. C'est-à-dire qu'on voit que, et d'ailleurs, ça suscite de grandes frustrations chez le jeune orang-outan qui est à maturité sexuelle, avec des viols, avec des combats et des trucs comme ça, et c'est quelque chose qui est très largement décrit. Et il y a même alors le jour où l'orang-outan a ses stigmates, alors il va engager des combats en particulier avec le mâle dominant, et on a montré que quand le mâle dominant est vraiment très fort, l'orang-outan bloque l'arrivée de ses stigmates. Alors, l'interprétation, c'est pour ne pas avoir à se battre avec le mâle dominant, il risquerait de perdre. Alors voilà, c'est fini pour les primates, hein, mais vous voyez déjà on apprend beaucoup, hein, en regardant comment ça se passe chez les autres, on voit que c'est déjà chez eux, c'est pas simple. Alors chez l'humain, la maturité sexuelle, vous savez, c'est alors bien sûr, c'est pas une date, hein, c'est sur plusieurs années. On va voir ça un petit peu dans le détail. C'est sur plusieurs années.
traditionnellement, on dit que chez la femme, c'est les premières règles, chez le garçon, c'est la première éjaculation. Et donc, ça serait 12-13 ans chez les filles et un peu plus de 13 ans chez les garçons. Et comme je vous le disais, dans les sociétés occidentales, très régulièrement, je crois que depuis le 19e siècle, on gagne 4 mois tous les 10 ans d'avancée de la maturité sexuelle chez l'humain. Qui est vraisemblablement quelque chose qui explique beaucoup. Mais moi, on montre que l'âge de la puberté est lié au niveau socio-économique. Alors, le niveau socio-économique est lié à l'alimentation, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, on voit que il y a des choses sûrement qui... et d'ailleurs, c'est pareil sur les primates. Hein. Les primates, une femelle de niveau socio-économique élevé, alors le niveau socio-économique élevé d'une guenon, c'est compliqué, mais ça existe. Hein. Les guenons ont un statut social par rapport aux autres guenons. Et donc la puberté de la descendance d'une guenon de haut statut est plus précoce que les autres guenons. Alors, il y a aussi comme explication les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Alors là, c'est peut-être, honnêtement, etc., etc. Alors là, c'est peut-être, honnêtement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, donc, maturité sexuelle, 12-13 ans. Âge du premier enfant, en France, 29 ans. Donc, on voit là qu'il se passe quelque chose quand même de très différent de ce qui se passe chez les primates. Il y a un écart énorme entre l'âge de maturité sexuelle et l'âge du premier enfant. On va y revenir à la fin du topo, parce que bien sûr, c'est essentiel. Alors, maintenant, on arrive à l'âge de la maturité sexuelle de l'humain. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Alors, le premier signal, c'est dans le cerveau. Alors, le premier signal connu, c'est dans le cerveau, dans l'hypothalamus. Donc, c'est dans la direction de mon doigt, dans la zone médiane du cerveau. Hein, c'est tout à fait le fond du cerveau, à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est une portion du cerveau qui envoie plein de messages, en particulier hormonaux. Et donc, il y a une hormone, la GnRH, qui pulse de façon différente selon que l'enfant est prépubère ou commence sa puberté. Ça, c'est le premier signal qui va déclencher la puberté. Et d'ailleurs, certains enfants prépubères qui ont un trauma crânien peuvent déclencher artificiellement ce stimulus de GnRH et font une puberté précoce. Donc on voit quand même qu'il y a des arguments quasi expérimentaux, y compris chez l'humain, qui sont en faveur de ça. Alors, après vous me direz, mais pourquoi la GnRH se met à pulser comme ça à cet âge-là? Les gens ne savent pas, mais on peut imaginer que c'est une certaine composition du corps. Vous voyez, la graisse, il y a des substances solubles qui circulent dans le sang et qui ammonent. Et quand l'enfant grandit, sa composition corporelle, en particulier de graisse, change. Et peut-être, et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que chez les bovins, 65% de la masse, ça déclenche la puberté. Donc, il pourrait y avoir ça chez nous aussi. Donc, la GnRH qui envoie un stimulus dans l'hypophyse, la LH, et la LH envoie un signal aux ovaires ou aux testicules. Et les ovaires vont déclencher une sécrétion d'œstradiol, de testostérone un peu, et de progestérone. Et par contre, la LH dans les testicules vont déclencher une sécrétion de testostérone. Et ça va du coup déclencher un processus de transformation qui va être différent chez le mâle et chez la femelle humain, parce que l'ostradiol, ça n'a pas le même effet que la testostérone, même si la testostérone en fait se transforme chez le mâle et chez la femelle humain, parce que l'ostradiol, ça n'a pas le même effet que la testostérone, même si la testostérone en fait se transforme en estradiol, et donc les hommes sont imprégnés d'ostradiol aussi. Et d'ailleurs, certains adolescents peuvent avoir les seins qui poussent un petit peu, et voire même avec des écoulements mammaires. Hein. Et puis, à contrario aussi, les femmes font de la testostérone. Donc rien n'est, vous voyez,
le fait qu'il y ait des hommes, des femmes, une adolescence mâle et femelle, c'est vrai statistiquement, mais c'est aussi également un peu une mythologie. On construit la puberté de la femme comme ça et de l'homme. Donc notre discours sur la croissance des petits êtres humains enferme un peu dans une généralité quelque chose qui est avant tout statistique. Alors en tout cas, qu'est-ce qui se passe chez les femmes? Il y a quand même la poitrine qui pousse. Et comme on le verra, alors parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette pièce, quand même, le jour où une adolescente voit sa poitrine qui pousse, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de profondément... Et là, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans l'adolescence. Vous voyez, c'est pas juste les seins qui poussent, c'est une représentation de moi-même qui est en train de changer. Alors que chez le garçon, l'équivalent, ça va être le fait que les testicules augmentent de diamètre, mais ça se voit pas de la même façon. Ça se voit pas de la même façon. Quand on se met devant une glace, on voit ses seins. Quand on se met devant une glace, on voit pas trop les testicules. Et donc, il y a vraiment, et d'ailleurs ça se voit quand on discute avec les adolescents, les transformations corporelles sont fortes, plus souvent chez les femmes que chez les garçons. Alors la pilosité pubienne chez les filles et chez les garçons, changement de la muqueuse vaginale et du périnée en général, arrivée des règles, élargissement du bassin, c'est-à-dire les os croissent, mais chez les femmes ça va être avec un bassin qui va s'élargir, alors que chez les hommes ça va être plutôt un élargissement des épaules. Augmentation du pourcentage de masse grasse chez la femme. Avant la puberté, les femmes ont 6% de pourcentage de masse grasse en plus que les hommes. Après la puberté, c'est 50% de pourcentage de masse grasse qui est supérieur aux hommes. Et à contrario, chez les hommes, il va y avoir une augmentation de la synthèse de masse maigre. Et on va arriver à avoir jusqu'à 150% par rapport aux femmes de pourcentage de masse maigre. Ce qui fait d'ailleurs que la plastique du corps d'une femme ne ressemble pas exactement à la plastique du corps d'un homme. Il suffit de voir ce qu'en font les peintres depuis toujours. Quand vous regardez comment sont peints les muscles, le galbe d'une cuisse ou d'une fesse de femme ne ressemble pas au galbe d'une cuisse ou d'une fesse d'homme. Le galbe d'une cuisse ou d'une fesse de femme ne ressemble pas au galbe d'une cuisse ou d'une fesse d'homme. Les odeurs, c'est-à-dire la composition de la transpiration change. Et c'est vrai que vous avez remarqué que c'est pas parce que les adolescents, enfin certes les adolescents peuvent ne pas se laver pour d'autres raisons, mais en dehors de ça, l'odeur d'un adolescent n'est pas l'odeur d'un enfant. C'est juste une évidence. L'acné qui arrive, et alors quelque chose de très intéressant, enfin je trouve d'assez amusant, l'œstradiol va se transformer en une substance qui va faire que la muqueuse des lèvres va se colorer en rouge chez la jeune fille. Et donc les jeunes filles pubères ont des lèvres plus rouges que des jeunes filles prépubères. Et alors j'ai dit autour de moi que, de mon point de vue, ça expliquait pourquoi les femmes se mettent du rouge à lèvres. C'était pour, quelque part, si vous voulez, que si j'ai les lèvres ternes, ça veut dire que je le suis moins, et que du coup on renforce la couleur des lèvres. Quand j'ai dit ça, on m'a dit que j'étais un horrible macho, et que j'avais rien compris, que le rouge à lèvres c'était le stick qui est beau, etc. Voilà. Donc effectivement, je suis un horrible macho, mais le principal c'est de le savoir. Alors, changement du larynx chez la femme et chez l'homme, mais davantage chez l'homme. Et du coup, ça fait modifier la voix. Et donc, les femmes muent aussi. Elles muent à la tierce et les hommes muent à l'octave. Donc, on descend d'une octave alors que les femmes descendent d'une tierce. Voilà les modifications liées à la puberté. Et vous étiez au courant de tout ça, bien sûr. Mais entre nous, ça n'explique pas vraiment l'adolescence. Et donc du coup, quand on dit « Ah, l'adolescence, c'est facile, c'est la puberté », alors on voit bien qu'il y a des choses qu'on comprend, hein, l'acné, les odeurs, etc. Bon, ça résonne, la sexualité, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, alors du coup, maintenant, rentrons encore plus dans le vif du sujet. Alors l'adolescence, alors d'ailleurs, étymologiquement, adolescence, ça vient du latin qui veut dire grandir. Donc, et
en fait, le mot a été vraiment utilisé dès le Moyen-Âge de façon un peu péjorative. C'est-à-dire qu'un adolescent, c'était quelqu'un qui était un peu grand et niais. Et que c'est vrai que ça apparaît vraiment, le mot est anecdotique jusqu'au XIXe siècle, où là, il devient assez utilisé, et les premiers travaux cliniques et scientifiques, encore que surtout cliniques sur l'adolescence, c'est vraiment à la fin du XIXe siècle, voire même sur la psychologie de Hall, un auteur anglo-saxon qui écrit le premier livre sur la psychologie des adolescents, assez caricatural. C'est d'ailleurs très critiqué pour ça. Alors, là, on va être obligé de rentrer, parce que dans l'adolescence, bien sûr qu'il n'y a pas que des choses biologiques, il y a aussi des choses qui dépendent du développement psychologique et sociologique, sociétal. Puisqu'il y a une culture des adolescents, il y a des musiques, enfin, c'est vraiment... L'adolescence infiltre tous les secteurs de la société et le fonctionnement psychique d'un adolescent, c'est juste évident, n'est pas le même que celui d'un enfant, il n'est pas le même que celui d'un adulte. Donc du coup, on va être obligé de laisser tomber, au moins provisoirement, les questions de biologie pour entrer dans le développement psychologique. Et là, bien sûr, c'est beaucoup moins scientifique. C'est beaucoup moins scientifique, alors, le développement psychologique, et là, bien sûr, c'est beaucoup moins scientifique. C'est beaucoup moins scientifique, alors, au moins il y a les sciences cognitives, on verra, il y a des choses, mais il n'y a pas que les sciences cognitives qui expliquent la psychologie, il y a aussi la psychanalyse. Alors là, bien sûr, c'est plus tellement à la mode, mais on ne peut pas parler d'adolescence sans invoquer ce qu'en ont écrit les psychanalystes. C'est juste cliniquement absurde. Alors, j'ai utilisé le mot clinique, c'est-à-dire que là, je ne parle plus comme scientifique, je parle comme clinicien. Et donc, revenons en arrière sur le développement psychologique du petit humain. Et alors, souvenez-vous qu'il naît prématuré. Et que ça, et d'ailleurs, c'est tellement prématuré, la masse du cerveau, il y a un indicateur qui compare la masse du cerveau du nouveau-né par rapport à la masse du cerveau du mammifère à l'âge adulte. La masse du cerveau d'un nouveau-né, c'est 1/4 de la masse du cerveau d'un humain adulte. Alors que chez la moyenne des mammifères terrestres, c'est 90%. Et que chez le chimpanzé, c'est 50%. Donc vous voyez, il y a un saut qui dit que vraiment la grande majorité du développement de notre cerveau se fait ex utero. Donc en présence. Et en particulier, vous savez que les premiers mois de la vie sont capitales pour le développement d'un enfant. Et donc, tout ce qui va se passer dans dans les premières années de vie, c'est avec les parents en général. Et donc, la place des parents dans la psychologie de l'humain est vraisemblablement beaucoup plus importante que la place des parents chez les mammifères en général et chez les primates aussi. Et d'ailleurs, vous avez dû avoir des animaux chiots, des petits, mais dès qu'ils sont grands, ils s'en foutent complètement. Et s'ils les revoient, ils peuvent se battre parce que ils envahissent leur territoire et que c'est pas cool. Alors que la plupart d'entre vous avez des parents, ça fait très longtemps que vous avez ces parents, vous auriez pu les oublier, mais vous les avez pas oubliés. Et ils ont une place très importante dans votre vie. Et même parfois, on se dit qu'ils n'ont pas une place importante, et le jour où ils meurent, on se rend compte qu'en fait, ils avaient une place très importante. C'est de notoriété publique. Alors que ça fait plusieurs décennies que vous êtes plus des enfants avec vos parents. Donc vous voyez, la place des parents joue vraiment un rôle super important chez l'être humain. Et j'ai envie de dire, alors ça choque toujours, mais c'est, de mon point de vue, la réalité. La place des parents joue aussi dans ce qui veut dire, alors ça choque toujours, mais c'est, de mon point de vue, la réalité. La place des parents joue aussi dans ce qui va constituer leur sexualité, la sexualité de leurs enfants. Et c'est juste logique, si vous voulez. C'est juste logique. Nous avons été tout petits,
Figurez-vous un nouveau-né d'une mère qui allait arrive à discriminer l'odeur de sa mère d'une autre mère à quelques jours de vie. Donc l'odeur, ça a beaucoup à voir avec la sexualité. L'odeur de nos parents a un impact considérable sur nous. Considérable. Le fait que notre mère nous ait nourris avec son sein, en général, eh ben, c'est quelque chose de très fort aussi, parce que le sein, ben, c'est aussi utilisé dans la sexualité. Et nourrir, ça a à voir avec le plaisir, etc., etc. Et puis, vraisemblablement, nous sommes programmés pour, avoir un appétit sexuel plus ou moins orienté. Nous avons été en contact avec un homme et avec une femme très tôt. Et ils étaient très importants pour nous, et donc on a projeté dessus des fantasmes sexuels, hein, ça s'appelle l'Oedipe. Voilà, et c'est juste, alors, c'est une tarte à la crème de la psychanalyse, mais c'est pas parce que c'est une tarte à la crème que c'est faux. Et la réalité, c'est que, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que c'est pas scientifique, on pourrait très bien faire des expériences scientifiques pour montrer que le complexe d'Oedipe marche. D'ailleurs c'est ça très étonnant, c'est que ces expériences ne sont jamais faites. Bref. La famille, l'interaction entre la famille et l'enfant, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a aussi de très important et de très original pour le petit être humain? Le langage. Les chimpanzés ne parlent pas. Alors, ils peuvent échanger des mots, mais ils vont pas dire « qu'est-ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire ?» Ça n'a aucun sens. Même pour les dauphins, même etc. Il faut pouvoir parler pour conceptualiser ce que c'est qu'un anniversaire. Hein. Vous voyez, il faut avoir une notion du temps, de l'année, des jours, etc. C'est juste impossible pour un non-humain. C'est impossible. Donc forcément, le langage, c'est quelque chose de très important dans le développement de l'humain. Deuxième point. Troisième point, l'école. Alors, il y a des apprentissages chez les chimpanzés, hein. Chez les lions. On apprend aux lionceaux à chasser, etc. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec toutes les années qu'on passe à l'école. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Donc, vous voyez, là, il va y avoir la famille, le langage, l'école, qui vont structurer le développement psychologique et social de l'enfant. Alors, on l'a vu côté famille, mais il y a aussi le fait que les parents sont tout puissants. Vous avez remarqué, hein, qu'un tout petit enfant, s'il a peur, il va vite trouver sa maman, son papa, et une fois qu'il est protégé par sa maman et son papa, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, pour la pandémie, quand on nous a dit les petits, ça va être horrible, on a dit, si les parents gèrent leur anxiété, les tout petits n'auront aucun problème. Parce que, en fait, une épidémie, c'est quoi? C'est eux, ils voient que les grands ont peur. Si les grands ont peur, et surtout si mes parents ont peur, alors là, c'est la catastrophe, parce que j'ai plus d'assises sécures dans ma construction. Donc les parents sont des espèces de personnages qui sont même authentiquement grands, parce que quand vous êtes petit comme ça, vous êtes obligé de regarder les grandes personnes comme ça. Donc ils sont grands physiquement, et ils sont grands en termes de force. Physiquement, et ils sont grands en termes de force. Donc ça, c'est la famille. Alors, côté langage, qu'est-ce qui se passe? Le langage arrive après, hein, le langage arrive, les premiers mots, 1 an, 2 ans, et puis à l'école maternelle, on commence à parler un petit peu, en principe. Et d'ailleurs, à l'école maternelle, vous voyez, c'est là que les histoires d'Oedipe commencent à fondre et le langage commence à monter. Et on dit que les deux se croisent, arrive la phase de latence. On arrive à l'école primaire, et là c'est du sérieux, on apprend à lire, écrire, compter, Et d'ailleurs, vous voyez comme les enfants sont fascinés par les apprentissages. Et donc, l'enfant grandit, il apprend, et pour les psychologues plutôt cognitivistes, vers l'âge de 10, 11, 12 ans, le petit humain a accès à l'abstraction et tout ce qui tourne autour. Alors c'est discuté. C'est discuté parce que c'était du temps de Piaget, c'est Piaget qui a dit ça. C'est vrai à la louche, mais il y a tout un... On met dans le même paquet la permanence de la mort. Vous voyez, pour l'enfant, en fait, papy, il est mort, mais quand va-t-il se réveiller?
c'est vrai qu'il y a ça parfois. Hein, un petit enfant, quelqu'un est mort, mais en fait, nous, on sait bien que s'il est mort, c'est fini. Pour un enfant, c'est pas si sûr que ça. Enfin, le fait que ça soit permanent est quelque chose de bizarre. Et que, classiquement, c'est vers, alors, 11, vous me voyez venir, hein, 10, 11, 12 ans, que tout d'un coup, il accepte le fait que la mort deviendrait permanente, et c'est pour ça qu'on dit qu'un enfant ne peut pas vraiment se suicider. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu vouloir mourir définitivement, parce qu'en fait, il n'a pas conscience du caractère permanent de la mort. Et là, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord parce qu'on a des contre-exemples. Alors, on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. C'est vrai. C'est vrai, c'est une formulation très occidentale. Les Japonais, ils disent la révélation de soi. Ils disent que vers cet âge-là, l'être humain qui n'est plus si petit a une révélation qu'il est lui. Et je trouve que c'est assez élégant, c'est-à-dire avant, le petit enfant vit. Il vit, et puis voilà quoi. Et à partir de cet âge-là, il se dit je suis un sujet, j'existe en fait, avec cette espèce de sidération du fait que nous on appelle conscience de soi. Le sens moral, avec la loi, qui vient, la loi étant en lien avec le langage. Hein. La loi, c'est écrit avec des mots. Et c'est vrai aussi, dans une certaine mesure, c'est vrai aussi. Le sens critique. D'ailleurs, c'est vrai que pour un enfant, si, dans une certaine mesure, c'est vrai aussi. Le sens critique. D'ailleurs, c'est vrai que pour un enfant, si papa ou maman a dit, alors c'est vrai. Et c'est vrai que à partir de 10, 11, 12 ans, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Et puis il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui est que je comprends que l'autre pense et qu'il pense comme moi. Ce qui est super important pour les réseaux sociaux. Vous voyez, si j'écris un truc sur Facebook, ce que j'écris, alors l'autre va le comprendre comme ça, parce que l'autre est comme moi, fondamentalement. Vous voyez, si on postule pas que l'autre est comme moi, on peut pas savoir ce que les gens pensent, et donc du coup on est complètement perdu. Donc on est obligé de se dire, en fait, les gens qui vont lire ce que j'ai écrit, ils sont comme moi, et moi, ce que j'ai écrit, vous voyez, je l'interprète comme ça, donc je ne vais pas l'écrire comme ça, parce que sinon demain au collège, je vais me faire, etc. Et donc c'est là, effectivement, il y a quelques jeunes qui ont des problèmes de théorie de l'esprit, et eux, ils se font massacrer sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas cette gymnastique intellectuelle qui permet à l'être humain de faire gaffe à ce qu'il dit ou à ce qu'il écrit. Et ce qu'on écrit, c'est encore plus important parce que ça reste. Vous êtes tous au courant. Hein. Vous êtes tous au courant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, du coup, comme ces adolescents, j'ai dit le mot, comme ces jeunes humains, sans arrêt font un exercice de théorie de l'esprit à partir de TikTok, tout ce que vous voulez, eh bien, en fait, ils développent ça à un point largement supérieur à nous. Et en fait, nos jeunes sont beaucoup plus sociables que nous. Mais pas tous. Voilà, pas tous. Donc là, on arrive à 11 ans. Oui, on a eu le tout petit qui est avec ses parents qui sont tout puissants et pour lesquels il y a des fantasmes sexuels. Après, il grandit, il a accès à l'abstraction avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis là-dedans arrive la puberté. Alors la puberté, il va y avoir des hormones, donc je l'ai dit, et ces hormones ont des effets sur la psychologie. La testostérone est un stimulant, l'œstradiol est un stimulant. La différence entre les deux, c'est que chez l'homme, le taux de testostérone est constant au cours du temps, chez la femme, il varie en fonction du cycle. Hein, il est élevé au pic d'ovulation et avant les règles, il chute. Et donc du coup, eh bien, on va avoir une vulnérabilité, vraisemblablement, ça explique en partie une vulnérabilité des femmes humaines à partir de cet âge-là par rapport aux troubles anxio-dépressifs. Et on n'a que le sexe ratio de la femme pour un homme. Alors peut-être qu'il y a des explications sociales, hein, de harcèlement, de trucs comme ça, mais il y a une explication au moins pour partie des modifications hormonales
qui existe d'ailleurs aussi pour le ressenti de la douleur. Alors là, c'est beaucoup plus étudié, les données sont beaucoup plus solides, hein. Les femmes ne ressentent pas la douleur comme les hommes, ça maintenant c'est acquis. Les femmes ont plus mal que les hommes, globalement, et c'est en partie pour des raisons biologiques. Donc, la puberté déclenche des modifications hormonales qui agissent sur la psychologie. Et alors après, bien sûr, il n'y a pas que ça dans la puberté. Certes, on a la maturité sexuelle, mais on oublie quand même que la maturité sexuelle, c'est l'accès à la jouissance, c'est-à-dire à l'orgasme. Et dans une vie, c'est pas rien. Et dans une vie, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, on en parlait tout à l'heure. On s'en rappelle peut-être pas. Mais la première fois qu'un être humain expérimente un orgasme, c'est un choc. C'est un choc psychologique, parce que c'est d'une violence extraordinaire. Et donc, ça, c'est une transformation. Non seulement on transforme son corps, mais tout d'un coup, on transforme quelque chose sur, j'expérimente des choses dans ma vie qui sont d'un niveau d'intensité que j'imaginais même pas exister. Alors, comment... donc, c'est un petit bazar quand même. C'est un petit bazar, c'est pas un gros bazar, c'est un petit bazar. Comment les sociétés géraient ça? Eh ben, il y avait des rituels. Et d'ailleurs, on en a toujours. Hein. Beaucoup de sociétés, du coup, ritualisent avec le langage, hein, avec le symbolique, ritualisent le fait qu'il se passe quelque chose dans la vie. Il y a une maturité sexuelle, mais il y a d'autres choses, hein, dont je viens de parler. C'est compliqué, mais à un moment donné, on va organiser une cérémonie et on va dire, OK, avec la loi, la cérémonie, maintenant, t'es un homme, t'es une femme, en avant. Et donc, on te met une case, et puis voilà, tu peux choisir quelqu'un, etc., et hop, tu vas te reproduire. Mais ça a été organisé socialement avec une cérémonie. Alors, on a toujours des cérémonies. Nous, on avait le service militaire, mais on a alors, on en a dans la loi, hein, la majorité. Oui, 18 ans, t'es majeur. L'âge où on a le droit d'acheter de l'alcool ou du tabac. Et même dans les familles, hein, il y a un moment donné, on va dire, tout le monde prend l'apéro. Hein, quand on a 8 ans, on donne pas l'apéro. Enfin, pas partout, mais traditionnellement, on donne pas l'apéro à l'enfant s'il a 8 ans. S'il a 16 ans, 17 ans, on va dire, tiens, allez, tu vas goûter. Vous voyez, c'est un rituel de passage, la première fois qu'on boit de l'alcool à la maison, ça y est, que dans certaines sociétés. Alors, pourquoi c'est moins organisé? Eh bien, c'est parce qu'il y a un truc qui est une tâche aveugle complète, c'est que, on est bien d'accord, avoir des enfants, c'est quand même bien. Bah oui. Hein. C'est dur par moments, mais c'est fantastique. On est heureux d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont très malheureux de ne pas avoir d'enfants. On est bien d'accord. Hein. Pourtant, si votre fille arrive à 15 ans en disant « Maman, papa, je suis enceinte, c'est cool », c'est pas cool. Vous voyez, donc il y a un double discours. C'est très bien d'avoir des enfants, mais pas à 15 ou 16 ans. Et ça, c'est très particulier. C'est très particulier parce que c'est une injonction paradoxale. Alors avant, ça durait 1 ou 2 ans, voilà. Mais là, c'est 15 ans. Ça durait 1 ou 2 ans, voilà. Mais là, c'est 15 ans. Pendant 15 ans, tout est fait chez eux pour qu'ils aient des enfants. C'est comme ça. Ils sont faits pour avoir... Nous sommes faits. Et d'ailleurs, nous avons envie d'eux. Et il y a une interdiction sociale d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'école. Et que quand vous avez des enfants, c'est très compliqué d'aller à l'école. C'est que, pourquoi? Et on en revient à la base de qu'est-ce qui fait la force des êtres humains? C'est leur fonctionnement cognitif et leur socialisation. Hein. Ils naissent prématurés pour que leur cerveau se développe, pour qu'ils soient très intelligents, et après, ils apprennent à parler. Et comme ça, on est encore plus intelligent quand on parle, et comme ça, on peut échanger les uns avec les autres et bénéficier de l'intelligence des autres. Et après, on va à l'école, et on va pas à l'école que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce que plus on apprend, plus on est fort, plus on est performant, plus le PIB augmente, et voilà. Mais c'est ça qui se passe. Hein.
Et du coup, on leur dit, s'il faut aller à la fac, sinon tu seras au chômage, et etc., etc. Donc il faut apprendre, et d'ailleurs on en arrive à un stade où c'est même à la limite de l'absurde, c'est qu'il faut apprendre tellement que les femmes arrivent proches de l'âge de la ménopause. Et donc, on est vraiment, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais non, mais les adolescents, la plupart, ma fille, elle n'a pas envie d'avoir un enfant. Enfin, et même à 22 ans, ils n'ont pas envie d'avoir un enfant. D'accord, mais regardez, ils adorent les petits animaux. Ils adorent les petits trucs en cajole, etc. C'est juste gros comme le nez au milieu de la figure qu'ils ont. Ben, bien sûr, c'est quelque part au fond d'eux, il y a, et d'ailleurs, si notre espèce a survécu autant de temps, gros comme le nez au milieu de la figure qu'ils ont. Ben, bien sûr, c'est quelque part au fond d'eux, il y a, et d'ailleurs, si notre espèce a survécu autant de temps, c'est qu'on aime les enfants. Si on n'aimait pas les enfants, on aurait disparu. Donc on est programmé pour avoir des enfants. Alors ça se voit pas comme ça, mais quand vous regardez vraiment, en fait, on aime les petites choses toutes mignonnes, etc. Et eux aussi, ils sont comme ça. Eux aussi. Sauf qu'on leur interdit pendant 15 ans. Eh ben ça, c'est dur à gérer. Alors c'est pas un drame absolu, c'est pas un drame absolu, mais ça complique la vie, et ça la complique d'autant plus que personne n'en parle. Et donc, quand vous mélangez tout ça, une petite enfance qui est quand même haute en couleurs, puisqu'on vit avec des parents et qui vont nous marquer toute notre vie, et même sur le plan des sexualités. Ça complique la vie aussi. Qu'après, il y a la puberté avec des hormones. Qu'après, il y a la jouissance. Et qu'en plus, on vous interdit de vous reproduire alors que tout est fait biologiquement pour que vous le fassiez. Eh ben, il y a une période de la vie qu'on appelle adolescence, pendant laquelle on fait des choses bizarres. Et donc, alors, effectivement, les adolescents ne vous obéissent plus, ils discutent. Oui, c'est normal. C'est normal. Avant, vous étiez tout puissant, c'est fini. Et donc, du coup, ils vont dire, non, je suis pas d'accord, je comprends pas pourquoi, et c'est normal. Alors nous, ça nous choque parce qu'avant, c'était facile, mais après, ça l'est plus, mais c'est cognitivement normal. Alors, ils nous engueulent. Et ça, alors pourquoi? Parce que, alors ça aussi, je me ramène une couche de psychanalyse, mais ce qui se passe à l'adolescence, qui est très largement décrit, c'est la reviviscence des conflits oedipiens. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, comme vous avez accès à la jouissance, c'est un tremblement de terre à l'intérieur de vous, et avec qui vous vivez? Avec vos parents sur lesquels vous avez eu des fantasmes sexuels quand vous étiez petit. Et donc ça revient. Et donc c'est insupportable. C'est insupportable d'être avec des adultes avec lesquels on a des fantasmes sexuels, alors qu'on a un appétit sexuel important, alors que c'est juste impensable d'imaginer d'avoir un rapport sexuel avec ses parents. Et donc du coup, on est insupportable. Pour un adolescent, on est insupportable. Et d'ailleurs, souvent, ils n'ont même plus envie de nous faire la bise. Vous avez remarqué, Ils veulent plus vous faire la bise, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est parce que c'est un contact physique trop proche. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'un enfant, on le lave, il est tout nu, il n'y a pas de problème. Allez laver un adolescent, vous voyez, vous riez, mais c'est juste Et d'ailleurs, il faut laisser la chambre fermée. Enfin, vous voyez, il y a un truc, on peut plus être avec eux du tout de la même façon. Et certains parents disent, mais écoute, je suis ta mère. Ben oui, mais justement, t'es ma mère. Justement. Et donc, ils nous engueulent. Alors, ils subliment. C'est-à-dire que c'est notre jargon à nous, pour dire que comme ils peuvent pas se reproduire, leur énergie qui normalement devait aller là, elle va ailleurs. Et donc ils vont être complètement obsédés par faire de la musique, de la danse, du foot, des trucs, des maths parfois, de la littérature. Et voilà, ils vont investir une énergie extraordinaire à faire des trucs. Et du coup, ça fait qu'on a de grands artistes qui sont adolescents. Ils organisent leur tribu. Oui, parce que c'est très difficile pour eux de vivre avec nous. Alors, pas tous, et plus ou moins. C'est pas une loi, pas comme ça. C'est juste une tendance. Vous voyez,
C'est une tendance, c'est pas une loi comme la loi de gravitation universelle. Hein. Donc ils organisent la tribu, leur tribu, et vous savez que c'est très fort avec des codes vestimentaires, de langage, etc. Enfin mais c'est normal parce que parce qu'ils ont besoin de trouver un partenaire et le partenaire c'est avant tout dans leur classe d'âge. Hein. Et puis voilà. Et puis vous voyez ce que je vous disais au début, c'est que c'est pas si compliqué que ça quand on a compris d'où ça venait. Donc oui, alors au début, là, on discutait la crise de l'adolescence, etc. Mais il y a plein d'auteurs qui disent qu'il n'y a pas de crise, en fait. C'est pas une crise, c'est juste un phénomène sociétal bizarre, si vous voulez. On leur impose pendant 15 ans de ne pas se reproduire, alors c'est juste un phénomène sociétal bizarre, si vous voulez. On leur impose pendant 15 ans de ne pas se reproduire, alors qu'ils devraient le faire. Et puis là-dessus, on rajoute une couche... quelques pincettes d'hormones, d'accès à la transcendance et de trucs comme ça. C'est une période de la vie particulière de ce fait. Mais la crise, en fait, elle est systémique. C'est-à-dire, si nous ne comprenons pas ce qu'on leur impose, alors forcément, ça peut mal se passer. Si on les accompagne là-dedans, en général, ça se passe bien. En général. Mais là, il faut vraiment qu'on prenne du recul, nous, par rapport à notre vision d'eux. C'est pas parce que, bien sûr, comme nous, on est plus vieux, on pense quoi? On passe qu'à quoi? À leur avenir. Alors on leur dit, mais je veux juste que tu sois bien plus tard. Ben, ils s'en foutent. Ils veulent être bien tout de suite. L'adolescent ne peut pas imaginer du tout qu'un jour il aura 40 ans. C'est juste cognitivement impossible. Hein. Voilà. Alors et du coup, la fin de l'adolescence, c'est quand? C'est quand il n'y a plus l'injonction sociétale. Et donc parfois, quand on a un métier, quand on a une expérience, quand on se marie. Vous voyez, il y a plein de choses dans la vie qui font que, en fait, la société accepte que, ça y est, maintenant, tu peux quoi. Tu peux et l'adolescent en fait l'intériorise. Et il se construit en tant que non-adolescent. Voilà, j'ai demandé un jour à mon fils, mais alors, quand est-ce qu'on n'est plus adolescent? Il m'a dit, le jour où on achète un appareil raclette. Merci pour votre attention.